l'ONG suisse sur le taux de sucre trop élevé dans des produits pour bébés destinés à l'Afrique. La société Nestlé pointe du doigt les détails dans ce journal. Présence militaire française au Sénégal, faut-il revisiter les accords de défense avec les puissances étrangères? Réponse dans le dossier du jour. Nous évoquerons la rencontre prévue demain entre le président de la République et le secteur privé. Une organisation de responsables de sociétés privées dénonce une forme de discrimination dans le choix des organisations qui iront à la rencontre du chef de l'État. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la gestion du personnel enseignant au Sénégal. Prétexte le recensement des enseignants demandé par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba-Guirassy. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. D'abord, cette pénurie d'eau à Foundiougne depuis 5 jours. La CNO rassure les populations. Des techniciens travaillent à remettre en service l'usine de traitement d'eau qui a subi une panne. L'intervention nécessite un arrêt total de la production d'eau dans la zone centre. Ibra Fall Wadj précise qu'une solution alternative a été trouvée pour soulager les habitants de Foundiougne. Il est au micro d'Aminata Goudjabi. Nous connaissons actuellement des perturbations sur l'alimentation en eau de la localité de Foundiougne. Et ces perturbations sont consécutives à une panne que nous avons connue dans la nuit du 15 au 16 avril sur la station de traitement d'eau de cette localité. L'intervention pour une remise en service requiert un arrêt total de l'usine qui est la seule unité de production d'eau de la localité. Et c'est pourquoi nous connaissons actuellement beaucoup de perturbations liées à des manques d'eau dans les zones les plus importantes de la localité de Foundiougne. Nos équipes et celles de la SONES travaillent actuellement pour une remise en service dans les meilleurs délais possibles. Parallèlement, nous travaillons aussi sur d'autres alternatives, notamment en accélérant le processus de transfert d'eau depuis la localité de Ndiaye et Moussa Ndiaye. Pour atténuer les perturbations, nous avons mis en place une flotte de camions-citernes, mais aussi avec nos partenaires de Flexo, nous avons un apport d'eau depuis la localité voisine de Mbam. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accompagner les populations pour atténuer ce calvaire. Venons-en maintenant à cette enquête de l'ONG suisse Public Eye sur les produits alimentaires pour bébés de la société Nestlé. Une étude qui révèle une contenance de 6 grammes de sucre dans les céréales pour enfants et le lait Nido. L'association de défense des consommateurs du Sénégal dénonce la politique discriminatoire par rapport au traitement des consommateurs et parle de sacrilège. Je vous propose d'entendre Momar Ndao avec Salimata Aou. En tant qu'association de consommateurs, nous dénonçons toute pratique discriminatoire par rapport au traitement des consommateurs. Je pense que si aujourd'hui Nestlé fait du lait pour des consommateurs de seconde zone, nous n'acceptons pas d'être traités en consommateurs de seconde zone. Vous savez, quand on ajoute du sucre dans le lait pour enfants, ça crée une sorte d'addiction au sucre et c'est ce qui entraîne certaines maladies, notamment l'obésité, etc. Et donc c'est une pratique qui est interdite au niveau international. Donc si Nestlé fait cela pour les pays à faible revenu ou les pays en voie de développement, nous pensons que c'est un sacrilège. Et nous pensons que tous les Sénégalais doivent, tous les consommateurs africains d'ailleurs, doivent regarder à 2 fois avant de prendre un produit, quel qu'il soit un produit de Nestlé ou d'un autre fabricant. Parce que la santé ne se négocie pas. Alors vient cette question, les Sénégalais ont-ils l'habitude de vérifier la composition des produits? Famadion a posé la question. Voici son reportage. Penda est sur son 31. La trentaine sonnée, nous l'avons croisé dans une boutique située à la Gueule-Tapée. S'affairant autour de l'achat de produits pour préparer le petit déjeuner, elle dit être au courant de la polémique née des produits Nestlé très prisés ici au Sénégal. J'entends juste parfois qu'on dit ça, mais parfois il y a des produits qui sont un peu plus dosés. Pour parer à toute éventualité, Penda a installé sur son téléphone une application qui lui donne une
lisibilité sur les produits qu'elle achète. Je vérifie la composition des produits que je consomme. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à télécharger l'application. Donc, pour voir la qualité des produits, si c'est bon, médiocre ou bien c'est un produit qui n'est pas fiable. En fait. Très attentif à notre conversation, le boutiquier nous parle de ses produits. Et selon lui, cette polémique n'a pas trop d'impact sur son chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez des fois qualité produit à part date bi? Oui, dañuy xool date bi dañuy xool qualité bi bien sûr. Mais coowal produit Nestlé yi dégg nga ko en tant que boutiquier. coowal produit maanaam. ñu ne dafa am sucre ci céréales bi te warul am sucre ci xale yi koy utiliser. waaw céréales moom daa am sucre ñu wax day am sucre parfois. Au Sénégal, au Nigeria ou encore en Afrique du Sud, Nido fait partie des marques les plus appréciées. Tous ces produits destinés aux enfants contiennent du sucre aux grandes dents des parents. RFM, la radio de toute l'actualité. Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit le secteur privé demain dans l'après-midi, mais cette rencontre suscite des grincements de dents chez les acteurs du secteur privé. Le président du groupe secteur privé et développement, mais également président du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal Innovation, dénonce sa mise à l'écart. Birani Ayawan parle de fausses notes de départ pour le nouveau régime. Nous l'écoutons avec Elhaj Ndiogoudienne. Si le président reçoit le secteur privé, c'est une très bonne chose, c'est une excellente initiative. Reste à savoir lequel des secteurs privés le président va recevoir demain. Parce qu'il est bien beau de parler de secteur privé, mais nous sommes dans un secteur privé hiérarchisé. Donc il y a le secteur privé institutionnel, donc il y a le secteur privé aujourd'hui opérationnel, le secteur privé fonctionnel, le secteur privé lobbyiste, lequel des secteurs privés le président va recevoir demain. Mais malheureusement, nous avons comme dénominateur commun de devoir créer énormément de richesses, énormément d'emplois dans un pays quand même, les Sénégalais quand même souffrent. Là, depuis l'an aiguille, parce que j'ai parlé au président quand même de l'Union des chambres de commerce du Sénégal, en représence du président Serigne Mboup, lui-même qui m'a informé pour me dire si j'avais reçu mon carton d'invitation ou non. Je lui ai dit que je n'ai pas encore reçu de carton d'invitation et ça c'était le vendredi dernier. Donc il paraîtrait que même le ministère du Commerce n'a pas été informé de cette audience. Donc vraiment à l'état embryonnaire quand même d'un gouvernement qui vient quand même d'être quand même mis en place, c'est quand même déplorable parce que là, si le secteur privé doit être convié à rencontrer le président, je crois que c'est le ministère du Commerce qui devrait quand même convier les acteurs économiques, les présidents d'organisations patronales à venir rencontrer le président. Donc vraiment, j'ai pas voulu quand même creuser un peu plus loin parce que je suis quand même un peu dégoûté par ce dysfonctionnement d'ordre administratif. Donc il faudrait pas quand même inviter les uns et laisser les autres en rade. C'est pas quand même élégant. Dans l'actualité politique à Matam, des cadres de PASTEF se démarquent de la position de certains responsables sur l'absence de ministre de Matam dans la formation du gouvernement. Au cours d'une journée citoyenne, ces cadres ont demandé aux uns et aux autres d'accorder une période de grâce aux nouvelles autorités. Matam, Ali Bandelnian. Contrairement à leurs camarades, surpris par l'absence d'un cadre de la région de Matam dans l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko, d'autres pastéfiens se démarquent. À marge d'une journée citoyenne, cette sensibilité de Pastef est bien claire là-dessus. Demba Dem porte leur parole. Monsieur le Premier ministre, contrairement à certaines voix dissidentes qui jugent que Matam a été léger dans le choix des ministres, nous marquons tout notre accord par rapport au choix de votre gouvernement nommé sur la base des compétences. À ces voix dissidentes, nous disons ceci. La vision de Pastef ne s'arrête pas sur des nominations d'ordre personnel, mais plutôt sur des projets qui relèvent de l'intérêt général. Enfin, nous invitons toutes les forces vives de la commune à se joindre à nous pour mener ensemble le combat. Sur les lenteurs des travaux de construction de l'université Souleymane Niang de Matam, tout comme sur la gestion de la municipalité, le coordonnateur de PASTEF appelle au respect de la période de grâce. C'est une promesse qui avait été faite par le régime sortant. Jusqu'ici, nous sommes restés sur notre fin parce que ce projet n'a pas toujours été réalisé. Maintenant, effectivement, il y a un nouveau régime qui s'est installé. Bon, nous n'allons pas leur mettre la pression. On va attendre aussi le moment opportun. Donc, comme on dit, on va leur accorder un état de grâce. Maintenant, la mairie, comme on dit, ils sont en train de faire de leur mieux. Mais nous pensons que demain, si en tout cas la mairie échoue donc à notre responsabilité, c'est sûr et certain que nous allons apporter en tout cas une valeur ajoutée. Cette journée citoyenne soutenue par Dikel Ngeban a consisté à donner des coups de balai à l'ancien site du marché central jusqu'aux alentours de la berge du fleuve Sénégal. Matam, Ali Bandelnian, RFM.
12h10 et vous écoutez le grand journal de la mi-journée. Le reste de l'actualité. La lutte contre l'émigration clandestine, des projets de l'État accompagnent les jeunes agriculteurs de la région de Fatick. Il s'agit notamment du projet Agri-Jeunes et du Proval CV. Ils aménagent des sites maraîchers pour favoriser la production. Des jeunes des 3 communes du département de Foundiougne en sont les bénéficiaires. Aminata Goudiaby. Dans l'arrondissement de Toubacouta, les jeunes filles et garçons pratiquent de plus en plus l'agriculture moderne à travers le maraîchage. Bassirou Sek, originaire de Keur Modou Sala dans la commune de Keur Saloum Diané, Ami Touré, habitante de Keur Serigne Aliou Gueye dans la commune de Toubacouta, sont des exemples. Ils sont bénéficiaires des projets Agri-Jeunes et Proval CV pour l'aménagement de leur périmètre maraîcher. Avant que Proval et Agri-Jeunes venaient ici, nous puisaient dans les puits pour arroser et c'était difficile, mais actuellement tout est facile pour nous. On appelle à tous les jeunes du Sénégal de rester ici parce qu'ici il y a la terre qui est apte à l'agriculture. Maintenant, il suffit tout simplement de petit accompagnement. Plus de 100 périmètres maraîchers en faveur des jeunes et des femmes ont été aménagés dans la région de Fatick par le Proval CV. De gros investissements sont effectués sur les sites concernés pour favoriser l'agriculture et lutter contre l'oisiveté des jeunes et la pauvreté des femmes. Oulimata Diagne, assistante du chef d'antenne régionale du Proval CV. On est à peu près à 127 fermes qu'on a mis en place au niveau de la région. Il y a le forage qui a été mis, la clôture. Le projet Agri-Jeunes vient en appoint avec des aménagements secondaires. Pour l'instant, le projet intervient dans 3 communes du département de Foundiougne, Keur Samba Gueye, Toubacouta et Keur Saloum Diané. Il a réalisé des systèmes d'irrigation dans ces champs, des blocs d'hygiène et d'autres petites infrastructures qui viennent d'être réceptionnées. Youssou Ndong, ingénieur polyvalent dans le projet Agri-Jeunes. Ces 3 sites-là, l'investissement tourne aux environs de 21 millions et qui mobilise 28 jeunes. Ce projet permet quand même une insertion socio-professionnelle des jeunes ruraux et ça va lutter contre ce phénomène d'émigration clandestine. Agri-Jeunes est un projet de l'État du Sénégal qui intervient dans 8 régions du Sénégal. Dans la zone centre, 15 sites maraîchers sont aménagés pour un coût total de 250 millions de francs CFA. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Allons maintenant dans le village religieux de Karantaba, chef-lieu de la commune et de l'arrondissement qui est situé dans le département de Goudomp. À quelques semaines de l'hivernage, ces populations sont inquiètes de l'état de délabrement de la grande mosquée, de la route dénommée la boucle du Pakao, du pont de Diopkunda, Maka. Elles interpellent les nouvelles autorités. Bakary Conté. Les populations du village religieux de Karantaba réclament la réhabilitation de leur grande mosquée qui date de plus de 7 siècles. Moustapha Dramé, porte-parole du jour. Aujourd'hui, la mosquée de Souna Karantaba a énormes difficultés dans la mesure où c'est une mosquée qui est classée patrimoine historique au Sénégal, mais jusqu'ici, nous n'avons pas reçu les soutiens de l'État pour nous accompagner par rapport au réfectionnement de la grande mosquée. Pendant l'hivernage, nous rencontrons énormément de problèmes. Quand ça pleut, on a des difficultés de prier à l'intérieur de la mosquée. Donc tout ça vraiment c'est des doléances qu'on veut demander à l'État de venir nous aider par rapport à ça. Le barrage de Diopkunda, Maka et la boucle du Pakao sont dans un état de dégradation très avancé. Barrage communément appelé barrage Alioune Souané, c'est cette point qui relie le Pakao et de l'autre côté de la rive gauche, la route qui mène de Kolda jusqu'au Carrefour. Donc vraiment nous demandons encore un appui pour réparer cette pont. Donc nous sommes très enclavés. Donc ce qui peut nous faire sortir, c'est le bitumage de la route et du boucle de Pakao. Donc vraiment, nous lançons un appel aussi à l'État de venir vraiment nous aider par rapport à cette situation. La zone est aussi frappée par le phénomène de coupe abusive de bois. La forêt actuellement, elle est vide parce que les exploitants sont venus, ils ont coupé des caïcédras et pas mal de bois. Donc actuellement, nous vivrons et nous déplorons cette situation depuis des années. Nous avons déploré encore de façon la manière dont les permis de coupure, on donne des permis de coupure à ces exploitants-là. Ces populations demandent aux nouvelles autorités de leur venir en aide pour sortir leur localité du gouffre. Elles se sont exprimées en marge d'une journée de lecture de Coran pour un Sénégal prospère. Bakary Conté, Sédhiou, Radio Futur Média. Pèlerinage à la Mecque 2024, le coordonnateur national de Force républicaine nationale Ahlul Qur'an alerte sur la situation des pèlerins une fois en Arabie Saoudite. Selon Baïtiam Ahlan, les pèlerins sont laissés à eux-mêmes et peinent à effectuer convenablement leur hajj à cause des guides occupés à faire du business. Il interpelle le gouvernement en place pour prendre les dispositions nécessaires
afin d'assurer un meilleur hajj aux pèlerins. Baye Thiam au micro de Pape Balagay. moom macha allah waaye ba tey am na ay manki yoo xam ne du lépp lañ mën a wax waaye daal bu ko defee daal nañ. Alhamdulillah, mais il y a beaucoup d'impairs lors des Hajj. On ne peut pas tout dire, mais nous profitons de cette occasion pour alerter les autorités à plus de contrôle. Nous faisions partie d'une délégation et travaillons pour une meilleure prise en charge des pèlerins, raison pour laquelle nous avons le devoir d'informer si les conditions ne sont pas réunies dans une certaine mesure. Que ceux qui sont au niveau du hangar des pèlerins accompagnent les fidèles en lieu et place des particuliers qui, une fois en Arabie Saoudite, passent tout leur temps à dormir, laissant à eux-mêmes les fidèles pèlerins. La preuve, l'année dernière, j'avais pris l'initiative de faire le tour des hôtels, accompagné de Sas Daouda Dramé, pour vérifier si tout le monde avait effectué son tawaf. Mais c'était tout le contraire. Les difficultés étaient que les pèlerins se perdaient, ils ne savaient même plus quoi faire. Il n'y avait personne donc pour les guider. On se pose même la question, est-ce que certains ont fait le tawaf? On voit d'autres personnes qui se présentent comme des guides, mais sont plus intéressés par le business une fois en Arabie Saoudite. Avec pareille situation, en tant que coordinateur national Force républicaine nationale Ahlul Quran, j'interpelle le gouvernement en place à mener des investigations pour assurer aux pèlerins un hajj digne de son nom, surtout à la veille du pèlerinage à la Mecque. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Faut-il réviser nos accords de défense avec les puissances étrangères? Les nouvelles autorités prônent une souveraineté totale, dont une souveraineté militaire. L'idée a été agitée hier dans l'émission Le Grand Jury de RFM par le porte-parole du gouvernement, Anna Rocha. Un vent de souveraineté souffle sur l'Afrique. Depuis plusieurs mois, il y a une vague de contestation de la présence militaire étrangère, surtout celle française. Les nouvelles autorités sénégalaises n'excluent pas donc de réviser les accords de défense. Moustapha Sarré. Nous ne serions pas cohérents si aujourd'hui nous ne revisiterons pas ces accords militaires. Parce que nous avons toujours prôné la souveraineté de notre pays. On va voir dans quelle mesure cette souveraineté-là serait totale, et ça passe nécessairement par justement la restitution de notre souveraineté militaire. Pour le colonel Momodou Hat, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est le contexte même qui l'exige. Vous avez vu la France avec les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Vous avez vu dernièrement le Niger avec le stationnement des forces américaines au Niger. Je crois que le Sénégal ne peut pas y échapper. Parce que le stationnement des forces dans un pays est déterminé par un document qu'on appelle le SOFA, le Status of Force Agreement. Je rappelle d'ailleurs là qu'il y avait un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali concernant les forces ivoiriennes qui étaient là-bas. C'est l'absence de ce SOFA qui a créé tout ce problème. Alors, depuis l'indépendance, je crois qu'on révise ces accords, mais je crois que quand on révise, on laisse encore des trous. Ce qu'il faut, je pense que c'est une bonne approche, c'est de remettre à plat le SOFA, Standard of Force Agreement, et de le renégocier sur la base du contexte actuel. Sous le régime Abdoulaye Wade, il y a eu renégociation avec l'État français. C'est suite à cette révision que les forces françaises ont été réduites à des éléments français avec à peine 2 compagnies au lieu d'un bataillon, et que le Sénégal avait pu récupérer certaines infrastructures de l'armée française. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Au Mali, plusieurs localités du centre du pays décrètent un blocus. Cela fait suite à l'enlèvement la semaine dernière de plus de 110 civils par de présumés djihadistes. Les populations demandent ainsi à l'État d'assurer davantage son rôle de garant de la sécurité des biens et des personnes. Boubacar Dieng. Une semaine après l'enlèvement de 110 personnes à bord de 3 bus, les esprits s'échauffent. Les jeunes de plusieurs localités du centre ont organisé des manifestations hostiles au gouvernement malien. Plusieurs axes routiers du centre du Mali ont été bloqués. C'est pour demander à l'État malien d'assurer davantage son rôle de garant de la sécurité des biens et des personnes. Les véhicules ont été interceptés entre les localités de Bandiagara et de Bankas. Les présumés djihadistes ont obligé les conducteurs à prendre la direction d'une forêt avec les passagers à bord. Dans une déclaration rendue publique, plusieurs associations de la région de Bandiagara dénoncent la dégradation de la situation
situation sécuritaire sur place. Les forces vives locales, elles, dénoncent l'inaction des forces armées et de sécurité avant de menacer. Si l'État ne fait rien pour la libération de tous les civils enlevés et pour ramener la sécurité, le mouvement de contestation va se durcir et s'étendre à d'autres localités. Expulsion vers le Rwanda, le Premier ministre britannique promet les premiers vols d'ici 3 mois. Ces vols décolleront quoi qu'il arrive, a-t-il affirmé. Rishi Sunak s'exprimait lors d'une conférence de presse destinée à présenter les moyens déployés par le gouvernement britannique pour organiser ces expulsions en amont d'une journée cruciale durant laquelle le projet de loi pourrait être voté. Selon le Premier ministre, le premier vol partira dans 10 à 12 semaines, soit plus tard que ce qu'il aurait souhaité. Le gouvernement avait jusqu'ici affiché sa volonté de voir ces vols débuter au printemps. Rishi Sunak a pointé du doigt l'opposition de la Chambre haute du Parlement, où les conservateurs n'ont pas la majorité et qui tentent depuis des semaines d'adoucir le texte conçu depuis 2 ans par le gouvernement conservateur au pouvoir et présenté comme une mesure phare de sa politique de lutte contre l'immigration clandestine. Ce projet vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. L'enjeu est également électoral pour les partis conservateurs et Rishi Sunak, à quelques mois des prochaines élections législatives pour lesquelles l'opposition travailliste est donnée largement en tête. Adossé à un nouveau traité entre Londres et Kigali, le projet de loi vise à répondre aux conclusions de la Cour suprême qui a jugé le projet initial illégal en novembre dernier. Il définit notamment le Rwanda comme un pays tiers sûr. Rishi Sunak a insisté que dès que la loi sera votée, ils vont commencer le processus d'expulsion des migrants identifiés pour le premier vol. Il précise que le gouvernement a mobilisé des centaines de personnes, notamment des juges, pour traiter rapidement les éventuels recours de migrants illégaux et débloquer 2200 places en détention pour eux en attendant que leur cas soit étudié. Au Burundi, des centaines de milliers de personnes contraintes à se déplacer à cause des inondations, au moins 100 000. Les fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain, vents violents et grêles ayant affecté plus de 203 900 personnes entre septembre et le 7 avril dernier. Selon le ministre de l'Intérieur et la représentante de l'ONU, elles ont détruit 19 250 maisons et 209 salles de classe. Le gouvernement burundais et l'ONU ont lancé un appel à une aide financière pour faire face aux effets dévastateurs des pluies saisonnières exacerbées par le phénomène climatique El Niño. En Afrique du Sud, la haute cour du Kuala Zulu Natal à Durban a rejeté la demande de l'ANC plutôt d'empêcher le parti de l'ancien président Jacob Zuma d'utiliser son nom et son logo. Il s'agit de la deuxième défaite du parti présidentiel dans ses batailles juridiques avec le parti MK. Le MK qui a fait valoir que l'ANC ne possédait pas des droits sur le nom et le logo. L'ANC se voit condamné aux dépens par le tribunal. En Israël, le chef du renseignement militaire rend le tablier. Démission en raison de sa responsabilité de commandement dans l'attaque menée le 7 octobre dernier par le Hamas en Israël. Une annonce de l'armée israélienne qui indique dans un communiqué que le général Aaron Aliva, en coordination avec le chef d'état-major, a demandé à ce que soit mis fin à ses fonctions. Le communiqué souligne qu'il a été décidé que le général Aliva quitte ses fonctions et prenne sa retraite de l'armée une fois son successeur nommé. Georges Detidiop, à l'instant, le journal international, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous parlerons éducation. Point de vue, débat sur la gestion du personnel enseignant au Sénégal. Le prétexte, le recensement des enseignants demandé par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy. Pour en parler, nous serons avec Hamidou Djedjou, le secrétaire général du CELS, et le professeur Hassan Diakhaté, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences de l'Éducation et de la Formation à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. RFM Sport. Tout de suite, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. Coupe du Sénégal de football, le petit poussé à Ao de Agnam, de Matam, se mobilise pour la réception du Jaraaf de Dakar. C'est un petit club qui est en National 2, situé dans les Agnam à Matam.
Une toute petite équipe qui a été créée il n'y a pas longtemps, qui va défier l'ogre, le Jaraaf de Dakar, l'équipe la plus titrée du Sénégal. Une belle affiche qui mobilise déjà les supporters et autres dirigeants du club qui veulent continuer à écrire leur histoire et à réaliser un nouvel exploit face à l'équipe du Jaraaf. Nous avons joint ce matin le vice-président du club de Awo, des Agnam, Ibrahima Thiam, c'est son nom. Il dit que son effectif est prêt. bi ñu dugg ci compétition bi ñi ngi sóor ku nekk kon donc muy Jaraaf ak képp ku ñu mën a adversaire bu ñu am bu nekk rek. Notre équipe est certes jeune, mais c'est une équipe qui a de l'ambition. Nous évoluons en National 2, mais nous avons de l'ambition. Maintenant, la Coupe du Sénégal est une compétition spéciale. Nous allons jouer contre le Jaraaf, c'est vrai. C'est l'équipe la plus titrée du Sénégal, mais c'est qu'un match de football. C'est 11 contre 11 dans le terrain. Et nous allons tout donner pour sortir victorieux, comme on l'a fait face à l'Israël. Ici à Matam, toutes les populations préparent cette rencontre. Il y aura une très grande mobilisation. Nous n'avons pas de pression. Vu que tout le monde dit que c'est le Jaraaf qui est favori, nous allons leur laisser la pression et jouer en toute tranquillité sans se prendre la tête. En Italie, l'Inter Milan joue le titre face à son rival, l'AS Milan. L'AC Milan, et ce sera un duel entre des équipes d'une même ville, Milan. L'AC Milan qui va donc jouer contre l'Inter. En cas de victoire, les interistes vont être déclarés champions. L'autre rencontre va opposer l'AS Roma à l'équipe de Bologne. Ces matchs comptent pour la 33e journée. Hier en Espagne, l'équipe du Real de Madrid a pris une bonne option pour le titre après sa victoire sur l'équipe du Barça. Une victoire qui permet donc aux Madrilènes de compter désormais 11 points d'avance sur les Blaugrana. Basketball à présent, la liste des qualifiés pour les playoffs s'allonge. Ça s'allonge chez les hommes et chez les dames. L'AS Douane, l'AS Ville de Dakar, la Jeanne d'Arc de Dakar, le Duc se sont qualifiés chez les hommes ce week-end, alors que chez les dames, l'AS Ville de Dakar a validé son ticket pour ces playoffs. Comment analyser ces performances? Réponse de Abou Sey, administrateur du site spécialisé en basket, basketsénégal.com. Déjà, chez les hommes, l'AS Douane et l'AS Ville de Dakar occupent les 2 premières places dans la poule A et ils sont déjà qualifiés pour les playoffs. Maintenant, l'équipe surprise Guédiawaye Basket Academy et l'Université Gaston Berger occupent les 2 autres places qualificatives pour les playoffs, mais rien n'est encore acquis pour ces équipes puisque Sibac et Port sont juste derrière et la bataille sera rude dans cette poule A pour décrocher les 2 tickets restants. Mais UGB et GBA sont déjà en poule pour les récupérer. Dans la poule B aussi, c'est pareil, la Jeanne d'Arc et le Dakar Université Club sont les leaders. Ils ont déjà validé leur ticket pour les playoffs. Maintenant, reste à voir qui de Mermoz Basket, US Rail ou Louga Basketball, quelle sera l'équipe perdante et quelles seront les 2 équipes qui vont décrocher les 2 autres tickets pour ces playoffs. Puisque ces 3 équipes que j'ai citées dernièrement vont se battre, se suivent à 1 point et certainement il y aura une rude bataille à distance entre ces 3 équipes. Chez les dames, dans la poule A, l'AS Ville de Dakar et le Dakar Université Club sont les leaders et sont déjà qualifiés en playoff. Donc Debolok, Saint-Louis Basket Club et Diamaguène occupent respectivement les 3e, 4e et 5e places et il reste 4 journées et le classement est très serré pour ces 3 équipes, donc rien n'est joué. Chacune peut avoir l'un des tickets qui restent pour se qualifier au playoff. Mais il faut noter que Ville de Dakar et Dakar Université Club sont déjà en playoff. Maintenant, la poule B, c'est cette poule qui est assez indécise puisque la Jeanne d'Arc de Dakar est leader déjà en playoff. Et Guédiawaye Basket Academy aussi est quasiment en playoff, mais pas mathématiquement. Il reste 4 journées à jouer, mais Bok, Jaraaf et CMT sont en poule pour essayer de décrocher les 2 tickets restants. Voilà, Suleiman Abdou Sey qui était au micro de Soletam. C'est cet élément qui met fin à la page des sports. Merci, Malal Junior Diagne. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, la déclaration de politique générale du Premier ministre et les premières heures entre Benno Bokk Yakaar et le régime actuel. En effet, moins de 2 mois seulement après l'alternance, le régime actuel fait face à Benno Bokk Yakaar. À l'origine, vous le savez, constate Vox Populi les propos du porte-parole du gouvernement sur une éventuelle motion de censure. Le propos du porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, qui était de passage au grand jury de la RFM, ces menaces sont reprises comme telles en première page
page du journal. Si jamais il arrivait que des personnes cherchent à faire tomber, eh bien, le gouvernement de Sonko, ils ont en face de la plus grande partie de l'opinion publique du Sénégal. Nos amis de l'opposition actuelle majoritaire à l'Assemblée nationale ne commettront pas l'erreur de déposer une motion de censure et de finir par dire, si jamais ils le font, eh bien, le président de la République prendra ses responsabilités. La réplique sèche du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, qui enfile ses gants dans le même journal, il dénonce le ton menaçant de Moustapha Sarré. La mise en œuvre de la motion de censure relève, selon lui, de la compétence des députés, en rappelant le cas de la motion de censure déposée par le groupe Yewwi suite à la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba. Les députés de Benno donc invitent le gouvernement à respecter le principe de séparation des pouvoirs, qui postule que chaque institution de la République s'occupe de ses propres affaires. Diomaye Faye est en Gambie. Les journaux reviennent sur l'état de la coopération. Le quotidien note que les présidents sénégalais et gambiens ont revisité les accords de défense. Le journal parle de notes de Banjul. Le Soleil parle de coopération qui se renforce. Les deux pays se sont engagés à fortifier les différents accords. Maintien du conseil présidentiel bilatéral. Un accueil triomphal réservé au président du Sénégal. Selon le journal L'Info, Bassirou Diomaye s'engage à faire plus que Macky Sall. Bes bi le jour parle de renforcement des relations Faye et Barrow et ils veulent être comme Mbourou et Sow. De toutes les façons, les deux nations sont condamnées à vivre en paix selon le mandat et ça commence bien puisque lors de sa visite, l'AS relève que Banjul a porté en triomphe Bassirou Diomaye, mais Tribune note qu'il y a quand même à dire dans cette relation sur le pillage des forêts de la mer. Le président Diomaye est d'ailleurs entre deux mafias, des dignitaires de la Gambie, du Sénégal. Sans solution pour la pêche, pas de solution pour la migration clandestine. Le gouvernement de Sonko et ses relations avec le FMI et la Banque mondiale parlent de nouvelles dynamiques à ce sujet. Selon le confrère, notre pays veut revoir les accords. Publication des rapports 2018, 2019 et 2020 sur la gestion des deniers publics par la Cour des comptes. Bonne nouvelle pour Bassirou Diomaye. Le confrère note que la Cour des comptes va incessamment solliciter une audience pour présenter les rapports. Un passage obligé, le rapport 2021-2022 bientôt bouclé. L'erreur commise par Bassirou Diomaye en demandant à la Cour des comptes de publier ces rapports. Le confrère vous explique tout en page intérieure. Dans le journal Source A toujours, Yewwi au cimetière, eh bien c'est parce que ses membres ont préféré abandonner Sonko et Diomaye en prison pour battre campagne. C'est ce qui a remonté donc le couple Diomaye Ousmane Sonko et ils n'entendent pas travailler avec ces alliés-là. Ils préfèrent être avec la coalition Diomaye président. Selon toujours la publication dans le journal Direct News, pouvoir renforcé de Sonko, souveraineté monétaire, réduction du train de vie de l'État. Abdoul Mbaye étale ses convictions et il dit placer un ministre sous l'autorité du Premier ministre pourrait avoir des conséquences en termes de responsabilité pénale, remettant en cause la jurisprudence existante. Ce dossier à lire dans Sud Quotidien, l'exploitation du pétrole et du gaz Sangomar, les îles du Saloum, dans l'inquiétude. Dr Abdou Gueye, spécialiste en gouvernance des ressources extractives, dit qu'il n'y a pas de risque zéro. Mamadou Baldé de la division études d'impact affirme que des risques sont identifiés sur les ressources halieutiques, mais le gouvernement a pris toutes les mesures. L'ingénierie des installations a été faite pour supporter pas mal d'impact et de pression, souligne Thierno Seydouli, directeur de Petrosen Exploitation et Exploration. Dans le journal L'Obs, contrat avec la société saoudienne Aqua Power pour une usine de dessalement, nébuleuse autour du contrat de 459 milliards. Le contrat signé à 5 jours seulement de la fin du mandat du président Sall. Le confrère pointe les 7 insuffisances relevées par le conseil d'administration de la SONES tenu le 20 mars et l'absence de l'avis de la DCMP. Et puis dans le journal Observateur, toujours les ex-ministres sommés de restituer véhicules et maisons de fonction. Le confrère note qu'ils ont reçu la notification vendredi dernier. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue qui porte sur l'éducation avec la demande du ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mbaba-Guirassy, demande de recensement de tous les enseignants du Sénégal. Pour en parler, nous sommes déjà en ligne et en direct avec M. Amidou Diédhiou, secrétaire général du CELS. M. Diédhiou, bonjour. Oui, bonjour Souleymane.
Nous comptons avoir dans les prochaines secondes ou minutes le professeur Hassan Diakhaté, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences de l'éducation et de la formation de l'université Gaston Berger. Nous espérons l'avoir tout à l'heure. En attendant, Amidou Diédhiou, quelle réflexion cela suscite-t-il chez vous, cette demande du ministre de recenser tous les enseignants? C'est une bonne entrée en matière pour le ministre de tutelle de votre secteur? Absolument, Souleymane. Je voudrais d'abord saluer toutes vos auditrices et auditeurs, et dire effectivement que c'est une excellente chose. J'allais dire que c'est une très belle entrée en matière. De toute façon, le besoin de recensement est impératif pour un régime nouveau. Je voudrais simplement saluer l'idée, mais en la saluant également inviter les uns et les autres à comprendre qu'il faut que, en tout cas nous estimons que cette idée sera entourée d'une démarche hautement pédagogique, qu'il ne s'agit pas en soi d'un audit, c'est clair, je pense que dans les termes c'est clair, il ne s'agit pas d'un audit. Justement, il faut faire la clarification. S'agit-il d'un audit ou d'un recensement dans l'un ou l'autre cas? En tout cas, dans le cas du recensement, quelle est l'importance de cette initiative? Quel est le besoin? Non, je pense que c'est clair dans les termes. Il s'agit bien de recensement. Et d'ailleurs, si on s'en réfère à la lettre, il s'agit d'un recensement qui a l'objectif de contribuer, mais justement, au plan d'action du gouvernement. C'est cela aussi le sens de la lettre. Donc, il s'agit d'un recensement, mais je considère, je le disais tout à l'heure, qu'en l'espèce, c'est important, même si on s'arrêtait à deux raisons simples. La première, c'est qu'il faut faire l'état des lieux quand on arrive, c'est tout à fait normal, c'est une attitude managériale. Mais la deuxième raison, elle est liée au fait que le gouvernement entrant a trouvé sur la table un déficit énorme du personnel enseignant. Il faut donc faire l'état des lieux, s'assurer de ce qui est là et de pouvoir naturellement être dans la planification pour voir combien il faut prendre après, mais comment on devra s'engager, on devra s'y mettre dans le sens du recrutement. Mais justement, qui dit, je veux comprendre, qui dit déficit dit un tableau clair. On sait combien d'enseignants il y a, on sait combien d'enseignants il manque, donc par voie de conséquence, combien d'enseignants il faudrait peut-être recruter ou régulariser selon les cas. Pourquoi alors recommencer à réinventer la roue? Oui, non, en fait, à mon sens, on ne réinvente pas. Vous savez, Souleymane, au dernier conseil interministériel du mois de septembre dernier, le ministère de l'Éducation nationale avait fait état d'un déficit de 8900 et quelques enseignants. Nous, syndicats d'enseignants, avons estimé d'ailleurs que le nombre d'enseignants qui manquent dans le système, s'il est évalué sur la base de normes, quand je parle de normes, c'est-à-dire s'il est évalué sur la base du fait que nous devons être dans nos établissements pour prospérer à la qualité, nous devons faire en sorte que les écoles nos classes soient 45 élèves au maximum. C'est une norme internationale qu'il faut respecter. Si nous estimons aujourd'hui que notre pays est dans la dynamique de faire en sorte que les classes double flux, multigrades sont éradiquées et qu'on reprend un enseignement normal, mais si nous sommes également dans la dynamique de faire en sorte que tous les enfants en âge d'aller à l'école, qui sont à un peu plus d'1 million, s'ils doivent être dans le système, le déficit planifié ou réfléchi sous ce concept-là devra bien dépasser les 8900 annoncés. Et donc pour nous, le déficit, il est connu. Maintenant, le sens du recensement, c'est que ça doit appeler à comment il faut savoir qui est où, qui fait quoi. Et qui est où, qui fait quoi, ne doit pas amener également l'autorité à considérer que tous les enseignants doivent être des enseignants créés en main. Ce n'est pas possible. On appelle créés en main les enseignants qui sont dans les classes. Dans les salles de classe. Dans les salles de classe. Pourquoi je le dis, Souleymane? Aujourd'hui, nous savons que dans le système, il y a ceux qui sont utilisés dans d'autres administrations du système éducatif. Nous savons également que dans le système, il y a des enseignants qui sont malades, qui ne peuvent pas être dans les classes. Mais mieux, nous savons qu'il y a des gens qui ont été soit anciens maires ou autres gestionnaires du système, ou du moins de l'administration,
qui, au regard de l'évolution des curricula et des innovations pédagogiques, on ne peut pas envisager objectivement les envoyer dans les classes et envisager justement une qualité dans ce que nous faisons. Il fut un temps où il y avait beaucoup d'enseignants, notamment des instituteurs dans l'administration territoriale notamment. Si vous permettez, je vais introduire le professeur Hassan Diakhaté puisqu'il nous a rejoint. Je rappelle qu'il est enseignant-chercheur à l'UFR en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur Hassan Diakhaté, bonjour. Bonjour, M. Souleymane, bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous sommes en train de parler de cette demande qui a été faite par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, demande de recensement de tous les enseignants du Sénégal. Pour vous, quel est l'intérêt et l'importance d'un tel recensement, non pas seulement du point de vue de la cartographie, et du comptage des ressources humaines disponibles dans ce secteur, mais du point de vue de l'élaboration des politiques éducatives et de formation au Sénégal? Oui, effectivement, je pense que, à mon avis, c'est une excellente chose de procéder à ce recensement. En vue d'abord de faire une bonne planification en besoin de personnel enseignant. Mais aussi, je pense que c'est avec ce recensement, ça peut permettre aussi d'asseoir une bonne politique de recrutement des enseignants, de leur rémunération, mais aussi de leur déploiement sur le terrain, tout en essayant aussi de gérer leur carrière. Alors, allez-y. C'est aussi pour moi le moment de procéder à d'avoir un système de pilotage pour mieux gérer ce personnel en essayant de dématérialiser leur gestion. Oui, mais justement, alors je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais on a tous entendu parler du Mirador. On sait que avec le e-solde maintenant au ministère de l'économie et des finances, il y a un certain contrôle, il y a une certaine maîtrise des effectifs, en tout cas pour la fonction publique. Il y a d'autres modalités de contrôle des effectifs pour avoir plus de visibilité sur l'existant et le déploiement des ressources du secteur de l'éducation, notamment dans la partie enseignant. Quelle est l'urgence? On se demande si on n'est pas en train de refaire un travail qui a déjà été fait à la satisfaction de tout le monde. On n'a rarement entendu en tout cas les syndicats réclamer un recensement, un comptage exhaustif des enseignants, on ne sait pour quelle raison. Oui, en fait, il y a effectivement la question du contrôle avec tout ce que vous venez d'énumérer en termes de paiement des salaires, en termes de déploiement sur le terrain. Mais il faut toujours aussi remarquer que malgré tout cela, on a aussi connu des moments de recensement, beaucoup de recensement. Il y a la période du Covid où on a fait un recensement d'enseignants très nombreux. Mais toujours est-il qu'il y a toujours ce besoin d'avoir une idée claire du personnel sur place, d'avoir une idée des besoins en termes de répartition dans l'espace sénégalais, dans le système, mais aussi pour aussi voir qui a besoin d'une formation ou bien qui a besoin de formation continue, parce que jusqu'à présent, nous avons connu un recrutement massif d'enseignants dans les collèges et les lycées, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de formation continue. Donc, ce serait bien d'avoir cette cartographie et en même temps, ceux qui sont sur le terrain et qui sont censés les contrôler, il faut savoir aussi qu'il y a un manque, il y a un inspecteur de corps de contrôle qui est appelé à faire des visites sur le terrain et à contrôler cette équipe-là, à voir qui est dans quel poste, qui fait quoi, quelles sont les compétences, quels sont les besoins en termes de formation, quels sont les besoins en termes de compétences
pour gérer les établissements. Donc, il y a un ensemble de questions et je pense que... Ben justement, vous voyez, tout à l'heure, on a eu cette discussion avec M. Diédhiou, à qui je vais redonner la parole tout à l'heure, mais après vous avoir entendu sur cette question, là, on va au-delà du recensement, dès lors qu'on commence à cartographier les compétences, d'autres, disons, critères, d'autres observations par rapport au nombre d'enseignants, parce que le recensement, c'est juste compter les gens, éventuellement avec un certain nombre de caractéristiques, mais là, vous entrez dans des dimensions d'audit. C'est l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, d'après vous? À mon sens, il faut faire un vrai audit qui permet d'avoir une bonne lecture du personnel enseignant pour pouvoir bien les gérer. Moi, je pense que c'est important de faire cet audit-là, de ne pas le précipiter, mais d'avoir vraiment une lecture éclaire du personnel sur place. Parce que ces années passées, il y a eu un recrutement massif, il y a eu des rumeurs sur tel et tel autre. Donc, ce serait bien d'avoir un audit pour pouvoir gérer ce personnel enseignant. N'est-ce pas? Amidou Diédhiou, le professeur Diakhaté l'évoquait tout à l'heure, il y a eu des recrutements, des régularisations, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Hein. Mais ce qu'on note, c'est que le nombre d'enseignants rapportés à l'ensemble des fonctionnaires, par exemple, il n'y a pas que des fonctionnaires, mais prenons la fonction publique seulement. Le nombre d'enseignants, c'est un peu dilué. On n'est plus au temps où 80% des fonctionnaires étaient des enseignants de formation, même s'ils étaient affectés à d'autres responsabilités, à d'autres tâches. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 52-53% des effectifs et à peu près le même taux, 53-54% de la masse salariale. Comment vous analysez cette évolution? Toujours en rapport avec le recensement et éventuellement des dimensions d'audit aussi. Hein. Oui. En fait, pour moi, en l'espèce et pour le moment, il s'agit fondamentalement de recensement. De toute façon, que ce soit recensement ou audit, en tant qu'organisation syndicale, nous n'avons pas de problème. Tout ce qu'il faut dire, c'est qu'en l'espèce et pour le moment, il s'agit d'audit, il s'agit de recensement. Encore que si on devrait arriver à un audit, quelle que soit par ailleurs l'option, il faudra tenir compte de beaucoup de paramètres. Souleymane, je rappelle qu'en ce moment où nous parlons, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a énormément de dossiers d'enseignants qui ont légalement demandé à migrer, à être mis en position de stage. Et ces dossiers ont fait l'objet d'un blocage. Ces gens-là, ce sont des fonctionnaires qui ont le droit d'aller chercher ailleurs. Donc pour nous, quand on doit faire un recensement ou un audit, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Ce sont des gens qu'on ne considérerait pas comme étant pas dans le système auquel il faut apporter des problèmes, mais il faut trouver des solutions à ça. Maintenant, pour revenir au recensement lui-même, je disais tout à l'heure qu'il est impératif, il est bon. Mais il est bon parce que Souleymane, le déficit, on en parlait tout à l'heure, qu'il soit de 8 000 et quelques ou de 20 000 plus tel que nous on l'envisage en tenant compte des normes internationales, le déficit il est là et que de ce point de vue, il faut que le gouvernement actuel soit dans une dynamique, mais irréversible, de recrutement d'enseignants selon la base ou du moins les besoins. Et c'est pourquoi pour nous, le recensement tel que annoncé, c'est entre le 22, en tout cas l'envoi des... C'est 48 heures, 22 et le 24. C'est entre le 22 et le 24, et que peut-être d'ici la fin du mois, la DRH du ministère de l'Éducation nationale aurait toutes les données, pourrait les analyser et se mettre dans une perspective. Est-ce que c'est une perspective d'audit? Est-ce que c'est une perspective de recrutement? Je pense que plutôt, ça doit être le dernier cas de figure. Il faut résolument se dire qu'il y a déficit. Il faut qu'il y ait une politique ardue, mais très pointue, absolument objective et démocratique, qui va consister à recruter suffisamment d'enseignants dans le système. Merci. Et pour nous, Souleymane, par rapport à ce recrutement, il y a des niches. Il y a des enseignants qu'on appelle des enseignants servant dans les cases des tout-petits qui ont de l'expérience, des enseignants qu'on appelle des enseignants de classes préparatoires, mais il y a également des enseignants qu'on appelle des animateurs polyvalents qui sont dans le système, qui ont de l'expérience et qui peuvent être une niche assez importante qui devra justement servir à un prochain recrutement qui
qui serait démocratique, mais qui serait basé sur le profil. Merci beaucoup. Merci Amidou Diédhiou, secrétaire général du CELS. Pour vous, professeur Hassan Diakhaté, cette dernière question qui dit recensement dit quantité. Qu'en est-il de la qualité? Oui, je pense qu'il ne faudrait pas que ce recensement va servir tout simplement à des besoins quantitatifs. Il faudrait surtout beaucoup penser à la qualité. Il y a ce que le camarade syndicaliste vient de dire par rapport à ce qui existe sur le terrain, qui ont de l'expérience, à qui il faudrait penser pour les capacités, mais il faudrait aussi prendre en compte que dans le système déjà, il y a, je donne l'exemple de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où il y a une université de sciences de l'éducation qui forme des étudiants qui sont là, qui aussi, avec une formation professionnelle de courte durée, peuvent être capacités et aussi servir. Ensuite, maintenant, penser à relever ce niveau même de recrutement et avoir des instituteurs, des professeurs d'école avec le niveau de licence, parce qu'il y a beaucoup de débats sur cette question de la qualité. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans la version Wolof de ce débat. Ce sera dans un peu moins d'une heure. Ce sera avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, chef d'édition Awambaï, Abdoulaye Diop à la mise en onde, Maïssa Mbaye au digital et à la production Aliouba. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM.